Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais on va concentrer notre émission sur deux sujets très importants. Le premier, il s'agit des aides humanitaires qui ont été envoyées par l'Égypte vers la bande de Gaza, ainsi qu'une grande visite, ou une visite très importante de la part du chef des renseignements égyptiens, Abbas Kamel, à Gaza toujours, en Israël. Et puis à Gaza. Et notre deuxième thème, il s'agit des célébrations des hommes des médias et des professionnels des médias de leur journée qui est aujourd'hui le 31 mai. On célèbre le 86e anniversaire de cette journée. Je commence par notre premier débat. Il s'agit du président de la République qui affirme le soutien complet de l'Égypte au peuple palestinien. L'Égypte a envoyé des aides humanitaires vers la bande de Gaza. Il s'agit de 56 camions transportant des aides surtout humanitaires et alimentaires vers le peuple palestinien dans cette région. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Oussama Foutim. Vous êtes journaliste et écrivain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, il y a eu la guerre à Gaza. Oui. Il y a des bombardements israéliens contre la bande, contre le peuple palestinien. Et depuis, l'Égypte n'a pas arrêté à faire des efforts politiques, humanitaires et même des rencontres entre les deux parties, ou bien avec les deux parties, soit israéliennes, soit palestiniennes. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'envoyer des aides humanitaires vers la bande de Gaza comme un cadeau de la part du peuple égyptien. Votre commentaire? C'est attendu de l'Égypte de faire ça. La position égyptienne était toujours envers la paix. Certainement, nous ne sommes pas avec les attaques que les Israéliens ont fait à Gaza. Et c'était très clair dès le début qu'ils voulaient faire des problèmes pour atteindre des buts pas honnêtes. de dire le moins. On peut dire expansionniste. Exactement. Oui. Pour les colons, etc. Exactement. Et les Palestiniens ont montré beaucoup de courage, des martyrs. Ils ont donné tout pour résister à ces projets très malhonnêtes, très mauvaises de la part de Netanyahou en particulier, et de la droite israélienne. Ils ne veulent pas les Palestiniens là-bas. Et ça ne va pas se passer. Ils doivent vraiment comprendre ça, que les Palestiniens vont rester là-bas. Et l'Égypte soutient le cas palestinien, dans des différentes manières, dans des manières secrètes quelquefois, dans des manières très ouvertes d'autre part. Alors ça ne marche pas, quoi. Ils ne peuvent pas continuer à faire comme ça et attendre que c'est la paix pour la paix. Non, ça ne marche pas comme ça. Et le président égyptien a été très clair dans cette manière. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Et le chef de renseignement être là-bas, c'est un message très clair. Que non, on va être là-bas tout le temps avec nos frères, nos peuples. Et nous voulons la paix avec vous. C'est vous qui ne voulez pas la paix. C'est très clair. Et de toute façon, on va parler en détail de cette visite de la part du chef du renseignement égyptien tout à l'heure. Maintenant, il y a eu une rencontre très importante entre le président Abdel Fattah el-Sisi qui a salué la coopération avec l'entreprise allemande de construction navale Lürssen. Voilà, c'était une rencontre avec le président de cette entreprise et il y a eu des accords entre les deux parties. Lors de cette rencontre, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué cette coopération avec l'entreprise allemande de construction navale. Maintenant, on va passer à notre sujet. Toujours, on va rester avec la question palestinienne et
Il s'agit cette fois-ci de l'Égypte qui est prête à travailler jour et nuit pour soutenir la cause palestinienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé aujourd'hui 52 camions chargés d'aide humanitaire, cadeaux de l'Égypte et du peuple égyptien pour les habitants de la bande de Gaza. Le président a dépêché hier le chef du service de renseignement Abbas Kamel en Israël pour rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et les parties concernées. Les rencontres ont pour objectif de discuter du maintien, du cessez-le-feu et des derniers développements sur la scène palestinienne, ainsi que des moyens de parvenir à un calme global en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Salih Hamed et Ara Choucha nous donnent les détails. Conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le chef du service de renseignement Abbas Kamel s'est dirigé dimanche en Israël pour rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et les parties concernées. Ces rencontres ont pour objectif de discuter du maintien du cessez-le-feu et des derniers développements sur la scène palestinienne, ainsi que des moyens de parvenir à un calme global en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le président al-Sisi a également donné ses directives pour la poursuite des efforts et des réunions pour résoudre le problème des prisonniers et des personnes disparues entre Israël et Hamas. Le chef de l'État a instruit à la délégation égyptienne de faire progresser les efforts en vue du peuple palestinien, soulignant l'importance de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que l'escalade entre Israël et la Palestine ne se reproduise. Parallèlement, le chef du service de renseignement Abbas Kamel s'est également entretenu dans les territoires palestiniens avec le président palestinien Mahmoud Abbas et lui a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi. Lors de leur rencontre, ils sont convenus de tenir les réunions des secrétaires généraux des factions palestiniennes au Caire dans le cadre des efforts de l'Égypte pour souder les rangs palestiniens. Par ailleurs, le ministre palestinien de l'Information et porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rodaina, a qualifié d'historique la visite du chef du renseignement, Abbas Kamel. M. Abu Rodaina a estimé que cette visite était porteuse de plusieurs messages clairs du président al-Sisi à l'adresse du président Abbas, selon lesquels l'Égypte était prête à travailler jour et nuit pour soutenir la cause palestinienne et stabiliser la trêve. Bon, à côté du... Monsieur Oussama Foutem, je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. À côté des aides humanitaires, il y a le président qui a dépêché le chef du renseignement égyptien Abbas Kamel en Israël hier pour rencontrer Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Et aujourd'hui, il était à Gaza pour essayer de rapprocher entre les différentes factions palestiniennes en présence de quelques ministres de l'OLP, c'est-à-dire du Fatah. Oui. Alors, on commence par la rencontre avec le Premier ministre israélien. Le but, l'objectif. Bien sûr, c'était que passer le message que ne tuez pas notre frère. Ne faites pas ça. C'est pas accepté et c'est pas voulu. C'est pas bon pour le processus du paix. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et qui a dit quoi? On va voir les résultats après. Mais c'était ça certainement le message. Pour les Palestiniens, ce qui s'est passé maintenant a fait quelque chose de pas attendu du tout. Ils ont réuni tout le monde. Que tout le monde, Hamas ou bien le PLO ou bien Fatah ou bien les Palestiniens en général, les chrétiens les différentes factions. Exactement, les différentes factions politisées ou pas, et même les gens normaux qui souffrent tout le temps sous l'occupation israélienne. Ils ont été réunis complètement contre un ennemi qui ne doit pas être un ennemi, il doit être un partenaire de paix. Ouais. Mais alors, s'il y a un truc positif dans ce qui s'est passé, bien sûr, les morts, les martyrs, tout ça,
pas bon du tout, c'est mauvais, c'est horrible, inhumain, c'est la guerre. terrible, c'est la guerre, sans raison. Ils veulent prendre notre terre une autre fois. Ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qui s'est passé à Gaza? Ça, c'était bien taillé, bien une coupure qui ont réunir tout le monde, c'était génial. Et ça, c'est exactement le cas, Monsieur Abbas Kamel à Gaza. Pour les Israéliens, on va attendre ce qu'ils vont dire après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire, la deuxième étape après ça. De toute façon, ce qui a été déclaré, ce qui est clair, c'est que les responsables égyptiens étaient là-bas pour rapprocher entre les factions palestiniennes et en même temps pour maintenir le cessez-le-feu, maintenir soit de la part d'Israël, soit de la part des Palestiniens, sans oublier que l'Égypte a promis 500 millions de dollars pour la reconstruction de Gaza. Oui. Parlez-nous de ce point. Ça, c'est attendu. C'était vraiment un truc bien fait par le président. C'était une décision présidentielle. Et ça, c'est ce qu'on veut. On veut aider nos frères à Gaza, en Palestine en général. Et ça a fait des lumières sur les autres qui n'ont pas fait ça. Il y a beaucoup de plus riches pays arabes qui peuvent nous dire, peuvent donner, mais ils n'ont pas annoncé. Peut-être ils donnent, mais peut-être pas. Jusqu'à maintenant, on ne sait rien. Il ne faut pas négliger que l'Égypte, c'est une force politique existante dans la région. Alors c'est l'Égypte qui fait son rôle. Très clair. Le cessez-feu était, Biden a dit a remercié le président 2 fois, deux coups de fil, et en public, il a remercié notre président pour faire ça. Ça donne du poids. Bien sûr. On voit notre poids là, et ça, c'est quelque chose qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu. Oui. Il y a longtemps, dans d'autres régions, d'autres régimes, qui n'était pas le cas. Ces affrontements ont prouvé, ou bien ont montré la force, ou bien le poids de l'Égypte dans la région, soit politiquement, soit dans tous les domaines. Tout à fait. Je passe à un autre sujet, c'est concernant intérieur maintenant. C'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, l'assistant du président de la République pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Cherif Esmaïl, le ministre du secteur des affaires publiques, Jem Taoufi, la ministre du commerce et de l'industrie, Nevin Gama, et le chef de l'organisme des projets de service national pour les forces armées, Mustafa Amin. La réunion a porté sur le suivi des efforts pour substituer les importations et fournir les besoins de la production locale pour l'industrie nationale, en plus des développements de la création des villes et des complexes industriels dans les divers gouvernorats de la République. Regardons ce reportage signé Salih Hamed et Yara Choucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, l'assistant du président de la République pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Cherif Esmaïl, le ministre du secteur des affaires publiques Hicham Taoufiq, la ministre du commerce et de l'industrie Nevin Gama et le chef de l'organisme des projets de service national pour les forces armées, le général Mustafa Amin. Le porte-parole présidentiel a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts pour substituer les importations et fournir les besoins de la production locale pour l'industrie nationale, en plus des développements de la création des villes et des complexes industriels dans les divers gouvernorats de la République. Sisi a demandé de continuer à renforcer les efforts pour approfondir l'industrialisation locale et localiser la technologie dans le but de fournir des produits de haute qualité qui répondent aux besoins du marché local en premier lieu et de combler le fossé entre les exportations et les importations afin d'atteindre l'autosuffisance à partir de nombreux intrants de l'industrie. Le chef de l'État a également dirigé de poursuivre la mise en œuvre des plans de création de complexes industriels au niveau de la République en tant que moteur de développement économique, en plus d'augmenter le volume des exportations égyptiennes à l'étranger pour soutenir l'économie nationale. Le président a été informé des mesures exécutives prises pour encourager la dépendance de l'industrie nationale en coopération et en coordination avec toutes les agences gouvernementales concernées.
Ils ont examiné aussi la situation exécutive des différentes villes industrielles du pays ainsi que les complexes industriels en construction ou en cours de développement dans tous les gouvernorats de la République, outre les efforts pour poursuivre la mise en œuvre des activités ciblées dans ces complexes et les taux de la réalisation sur terre. Vous avez vécu à l'étranger pendant des années et des années, et puis voilà, en rentrant, je crois que vous avez remarqué quand même qu'il y a un changement incroyable dans le pays concernant tout ce qui est infrastructure et industrialisation. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Il y a la décision politique et la volonté politique. Le président, le gouvernement égyptien a ouvert beaucoup de dossiers qui étaient fermés, qui étaient ignorés pendant plusieurs régimes d'ancien régime de Moubarak. Ils étaient toujours... il y avait une sorte d'indifférence qui a mené à tout ce qu'on a vu après. Mais ce président-là a ouvert beaucoup de dossiers, essaye de faire beaucoup d'efforts pour faire à l'Égypte une meilleure position économique et politique, bien sûr. Ce reportage qu'on vient de voir et entendre nous dit ça. Et les réunions sont toujours sont dirigées vers l'économie, vers le développement, vers le niveau social un peu pauvre. Tout ça, c'est sur les agendas du président. Et nous sommes en Égypte. Alors, sans le président, rien ne va se passer. Alors, il a dit franchement qu'il va faire tout ça. Et il a le temps, il a fait beaucoup d'efforts pour faire ça. Et c'est ça exactement la conclusion de ce reportage. Je suis très heureux de voir que ça se passe. En général, c'est bon. Oui, le changement ou bien la direction vers l'industrialisation et produire Made in Egypt. Alors ça, c'est un objectif des responsables égyptiens et du président. Ouais. Dans tout le monde, ce truc-là fait en Amérique, Made in USA, Made en France. Oui. Ça a changé un peu. C'était à un point ou un autre, c'était... nous étions très fiers de faire ça. Ce n'est pas le cas maintenant, ce n'est pas le cas dans tout le monde. Le truc est d'avoir un bon marché, des produits pour marché et on veut faire encore suffisamment pour tout le monde. Et ça, ce qui s'est passé, quand tu as vu, quand tous on a vu, dans les plusieurs années, dès 2011 jusqu'à maintenant, dans les dernières années, il y a tout existe comme produit alimentaire, comme produit industriel. Il n'y a pas de shortage, si tu veux, sur tout ça. Oui. Et ça, c'est un bon signe pour l'économie égyptienne et pour le travail égyptien. Une autre fois, tout ça, c'est tenu en compte. Quand tout le monde a vu ça, alors c'est pour cela qu'il y a... on attend le mieux. De toute façon, l'Égypte est sur la bonne voie, puisque tous les jours, il y a des réalisations vraiment très très claires. Je passe à notre deuxième débat. Il s'agit du 87e anniversaire des professionnels des médias, notre journée qui est célébrée par l'Égypte aujourd'hui. Cette fête célébrée le 31 mai de chaque année marque le lancement de la première station radiophonique arabe. Bien sûr, ici en Égypte, Salih Hamad et Arashoucha nous donnent les détails. Aujourd'hui, l'Égypte célèbre le 87e anniversaire des médias. Cette fête célébrée le 31 mai de chaque année marque le lancement de la première station radiophonique arabe.
Ce jour-là a immortalisé le dicton le plus célèbre de l'histoire de la radio égyptienne, lancé par le journaliste Ahmed Salem, Hona al-Qahira, ou ici le Caire, donnant naissance à la première station radiophonique arabe. La radio égyptienne a commencé sa première émission à exactement 6h45 le 31 mai 1934 le soir, avec des versets du Coran, avec la voix du cheikh Mohamed Rifat, suivie d'une chanson d'Oum Kulsoum. La construction du bâtiment de la radio a été achevée en 1934 à la rue Al-Sherifin, à côté de la bourse égyptienne. La radio est restée à ce siège jusqu'en 1960, date à laquelle le bâtiment actuel, intitulé Maspero, a été inauguré et il a été nommé d'après l'archéologue français Gaston Maspero, qui était le chef de l'autorité égyptienne des Antiquités. Monsieur Oussama Foutem, vous êtes déjà journaliste. Alors, je vous souhaite très bonne fête aujourd'hui. Là, le début des médias, ou bien du lancement de la première radio en Égypte. Parlez-nous de cette histoire. Ça va, une petite leçon d'histoire. Ça a commencé par une phrase, Hona al-Qahira. Ici, c'est le Caire. Oui. Ceci s'est passé à 5h30 le 31 mai de 1934. Lancé par journaliste, écrivain, acteur, directeur, Ahmed Salem. Quelqu'un qui est un marque dans notre vie artistique. Oui. Quelqu'un qui est toujours se rappelé par quelques films, celui de avec Layla Mourad, quand elle a chanté Zéna dans le Madi Magoul. Le Madi Magoul, le passé oublié, si tu veux. Le passé inconnu. Inconnu, peut-être, oui. Et alors, ça a commencé par là, c'était la naissance de la radio. Et dans ce temps, en 1934, il y avait plusieurs radios privées qui n'étaient pas tout à fait réglées. Et c'est là où Oum Kulsoum a commencé ses chansons, Mohamed Abdelwahid a commencé ses chansons, mais tout ça a été réglé par la radio égyptienne, dirigée par Marconi, l'italienne compagnie, oui. le très fameux. Dans ce temps, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'ils font, ou bien s'il existe ou pas. Et ça a commencé comme... c'était une innovation, bien sûr, dans les années 30, 1930. Alors, c'était génial. Et ça a été répandu lentement, mais partout en Égypte. Tout le monde s'asseyait pour entendre la radio, entendre la radio, voir qui, ou bien entendre qui va parler et dire qu'est-ce qu'ils vont dire. Et après, ça continue l'expansion de ce domaine, et c'était après changé de nom, c'est plus la radio égyptienne, mais c'était le Hay'a al-Amma al-Iza'a, ou bien l'organisme général de la radio. Oui. De la radio, et on sait, etc. Et maintenant, jusqu'à maintenant, comme maintenant, des années 60, il y avait la radio, la télévision, pardonnez-moi. Et c'était dès ce temps, ils n'ont pas voulu faire une autre fête ou bien de naissance de la télé, alors ça a continué. Et puis dans les années 80, ça a continué pour... maintenant, nous avions plusieurs chaînes de télévision, plusieurs chaînes de radio, et tout le temps c'était... nous étions tous ensemble. Si tu veux, tous ces moyens-là étaient là, et maintenant le social media, c'est devenu vraiment très répandu partout. Et on ne peut pas faire
chaque fois une nouvelle fête, Une journée. une nouvelle célébration. Alors maintenant c'était les fêtes des médias ou fêtes des professionnels des médias. C'est quelque chose qui existe seulement en Égypte. Je ne sais pas si la France, par exemple, a une fête de radio, fête de télévision ou pas, mais je ne crois pas. Aux États-Unis, ça n'existe pas, ça c'est sûrement. Mais c'est partie de chaque secte, si tu veux, chaque métier. Tout le monde est fier de ce qu'ils font. Et c'était dans les années 90, c'était toujours 90 et 2010, jusqu'à 2010, une célébration. Une autre fois, le régime de Moubarak voulait faire beaucoup de célébrations pour tout le monde. Ce sont simplement raisons pour être heureux. Oui, mais de toute façon, je me rappelle d'avoir assisté à ces célébrations. Exactement. Et c'était magnifique parce qu'on se Exactement. rassemblait tous dans des endroits très, très vastes, etc. Et c'était des journées exceptionnelles et inoubliables. Voilà. Tout à fait, Vous avez parlé du début en 1934. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui marque cette période, les hommes, les professionnels de médias de cette période jusqu'à, par exemple, 52? Ça va. À cette époque, c'était l'élite qui Oui. travaillait. Exactement. C'était un nouveau domaine que personne ne connaît rien. Les gens, en fait, ça a commencé dès les années 23. Vraiment première radio, mais c'était très inconnu, très limité. Exactement. Mais dès 1934 jusqu'à 1952, c'était il y avait le théâtre, le cinéma et puis radio. Alors tout le monde qui travaillait, pas tout le monde bien sûr, mais tout le monde, ou bien ces gens-là travaillaient partout s'ils pouvaient, s'ils avaient le temps, s'ils avaient le talent. Et tous, à ce point, étaient l'artiste général. Là. Ceux qui font de direction peuvent parler à la radio et peuvent être à la cinéma, dans les films, et certainement faire les séries de radio. Et c'était jusqu'à notre enfance, pendant Ramadan par exemple, c'était les gens, on entend la radio dans le ton de l'iftar, oui, du déjeuner. Ou bien petit déjeuner. La rupture du jeûne. Oui. Tout le monde savait ce qui se passait dans la radio. Dans ce temps-là, c'était la famille. Il n'y avait pas de télé, c'était fermé pendant la bouffe, si tu veux. Et on entendait... Mais la télé a été introduite en Égypte vers les années 60. Oh, oui. Alors, jusqu'à cette de notre enfance, oui. Là, oui. on entend très bien que la fameuse Kulthum, par exemple, la plus grande star de chansons arabes, Kulthum, qui est très connue partout dans le monde quand même, qui est décédée en 74, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, tout le monde se rassemblait autour. C'était une réunion de famille autour de la radio. Quel est le rôle de cette fameuse radio pour rassembler les familles? Ça a rassemblé, comme tu as dit, rassemblé en famille et rassemblé tout le monde sous les années Nasser, sous l'Union arabe. Nasser ne donnait pas des discours quand Kulthum chantait. Mais quand il disait des discours, quand il faisait ses discours, du Maroc jusqu'à Bahreïn, tout le monde l'entendait. Et c'était Sawt al-Arab, la voix des Arabes. Et Sawt al-Arab min al-Qahira, c'était une phrase qui fait le monde trembler. Et quand, pendant les années 1956, la guerre de 1956, ils ont... L'agression tripartite. Oui, ils sont partis. Ça, c'est quelque chose. Si c'est le Caire, à Damas. Ça, c'était quelque chose très. La radio nous a réunis, si tu veux, famille, politique, au moins avoir les idées là, et certainement les nouvelles du monde
Sans ça, pas tout le monde lise jusqu'à maintenant. On serait isolé du monde. L'Égypte a été le premier pays arabe à avoir la radio, à avoir la télévision, oui. à avoir le théâtre, le cinéma, etc. etc. Le rôle des médias pour donner ou bien montrer, apprendre le dialecte égyptien dans tous les pays arabes. Voilà. Oui, parlez-nous de ça, de cet important rôle des médias égyptiens. Oui, ils nous disent comme la force Saft ou la force. Ça, c'est pas vrai. Nous sommes une force très dure, très grande et très forte. Nous avons gagné nos frères arabes et même à l'extérieur, hors le monde arabe, par nos arts, par nos chansons, par notre radio. Et maintenant par nos films et ainsi de suite. La production de l'art en général. Et ça c'était bien planifié en fait. Ça a commencé, ça donne l'impression que le développement. Mais non, c'était pas ça. Tout le monde a plus le développement, mais ils avaient des visions. Et il y avait Slimane Naguib, il y avait Ahmed Salim, il y avait Mohamed Abdel Wahab. Ils comptaient être entendus. Tout le monde, Ahmed Saïd, par exemple, celui-là. Belle voix, hein. Oui, ce mec-là disait, spécialement au Bahreïn. Et Bahreïn, demain, il y a des manifestations contre les Anglais. Ils sortaient. Pareil au Yémen, et ainsi de suite. Ça, il y avait un rôle politique, il y avait un rôle artistique, et il y avait, maintenant, nous sommes les médias. Ou bien les réseaux de médiatiques, si tu veux. Et nous sommes tous ensemble. Il n'y a pas encore les planifications du temps, parce qu'il y avait un cas national partout. Là, dans ce temps-là, c'était se libérer des Anglais, des occupants. C'est plus le cas. Maintenant, c'est faire vivre bien. Et ou bien donner de l'art, ou bien sortir de l'art. Et la radio, la télé, les réseaux médiatiques donnent la chance à tout le monde de faire ça. Quel est le rôle des médias dans l'instruction des peuples? Ah, ça c'est... Il y a toujours un débat. Est-ce que c'est le peuple ou bien la société qui donne la matière, qui inspire. Exactement, la matière pour les artistes, ou bien ce sont les artistes qui donnent, qui prennent la société vers certaines directions. Très bonne question. Oui, tout ce débat était là depuis vraiment longtemps. Et partout. Et partout, exactement. Quand on voit quelques films, par exemple, on dit ça n'existe pas là, ce n'est pas notre société, spécialement si c'est quelque chose de négatif. Et on voit pendant le Ramadan, par exemple, les séries. Feuilletons, oui. Oui, les feuilletons étaient, quelques-uns étaient vraiment très mauvaises. D'autres, c'était génial. Et on ne voit pas comme société, si nous sommes là ou celle-là, c'est pas le cas. Tout simplement, c'était entertainment. C'est un peu de loisir. De loisir pour tout le monde, oui. Est-ce que quelqu'un va voir un film et puis faire quelque chose de mauvais ou de bien selon ce film? Ça s'est passé. Par exemple, j'ai une anecdote des années 70-80 que quelques gens d'un pays arabe ont vu le film Al-Batniya, qui parle de la drogue. La drogue et ce monde-là. Ouais. Ils sont venus au Caire et ils ont allé, nous voulons cette drogue-là pour acheter, exactement, pour acheter. Et nous voulons vraiment, ils ont été attrapés, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est ça, nous voulons voir qu'est-ce que c'est le Batniya. Et voilà, ils ont été attrapés par la police. Tout le monde dit, ce sont des films négatifs, mais alors regardez le Godfather. Un film génial. C'est parmi les 100 premiers films dans le monde. Meilleur film, tout le monde
aime ce film, personne ne veut dire est-ce que je veux voir ce film-là et aller être à partie de mafia ou faire. Si quelqu'un pense comme ça, alors il a tout à fait tort. Oui. Si d'autres films, simplement, comme vous avez dit, des loisirs, et ça donne de l'inspiration. Quelquefois, c'est les films religieux, quelquefois, c'est les films romantiques. Ils nous donnent toujours. C'est inspirant. Tout le monde aime voir ce genre de film. Oui. En même temps, on présente les différents genres d'art, les différents genres de cinéma, de feuilleton, c'est-à-dire de culture. Il y a tout ce qui est, par exemple, antiquité égyptienne, quand on les fait passer dans des émissions dans l'écran, alors ça instruit. Tout à fait. Aujourd'hui, le monde entier, y compris et peut-être notamment notre région du Proche-Orient, est ravagée par le phénomène du terrorisme. Oui. Quel est le rôle de médias pour instruire les gens et arrêter ce phénomène, ou bien faire face à ce phénomène, à ces idées? Oui. Ça, c'est une très difficile question. Faire face à l'extrémisme, au terrorisme, les idées inhumaines, si tu veux, quelquefois, est très difficile. Parce que ce qu'on dit dans les radios, dans la télé, dans nos moyens, n'est pas senti et n'atteint pas tout le monde qui ont besoin de ça vraiment. Et parce que dans les sociétés plus pauvres ou plus riches, il y a des gens qui... Ça n'a pas à voir avec le niveau... Ben Laden était milliardaire. Exactement. On ne peut pas le juger, oui. Alors, ce n'est pas question de pauvres ou riches, c'est question de qu'est-ce que tu crois. Et malheureusement, même dans quelques programmes de notre média, il y a l'extrémisme, il y a l'idée de dire que quelqu'un est bien parce qu'il est terroriste, parce qu'il est un exemple, parce qu'il est criminel, parce qu'il est... Alors, on ne dit pas qu'il est bien. On ne dit pas qu'il est bien, mais ça inspire les autres. Oui. On ne dit pas... Mais on voit, par exemple, je ne veux pas dire des noms, mais des feuilletons qui disent être vraiment un tueur ou on peut tirer sur tout le monde quand on veut, que la police qui n'existe pas dans ces feuilletons, les programmes qui ne parlent pas des bons ou bien une bonne idée sur la région ou mauvaise idée sur le terrorisme. C'était ma question. Quel est le rôle des médias pour faire face? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut produire des séries, des feuilletons, comme par exemple la grande star Adel Emam, quand il a fait le film Le Terroriste. Oui, il a été arménien. Voilà. Mais c'était par lui-même. C'est lui qui apprend ça. Et dans ce temps-là, c'était Farag Fouda, qui était un bon ami à Adel Emam, qui ont été là ensemble. Il était inspiré par quelqu'un comme ça. Nos stars maintenant, je ne sais pas s'ils ont quelques idées comme ça ou pas, mais ils ne le font pas. Si, quand même, pendant le Ramadan, nous avions des feuilletons magnifiques qui s'appellent l'Irtiar, non, mais tout ça. C'est pas contre le terrorisme. L'Irtiar, c'est notre héros, nos héros qui étaient... contre le terrorisme? Contre les terroristes. Oui. Mais on voit là des films ou bien un feuilleton qui décrit les guerres, qui décrit les batailles qu'ils font, qui décrit les idées de voir ces gens-là, comment ils vivent. Et en fait, c'était très balancé. Alors, c'est pas ça le moyen. Oui. J'ai pas beaucoup de temps, alors j'ai une dernière question. Est-ce que les médias sociaux vont mettre fin aux autres médias, c'est-à-dire la presse écrite, peut-être la télévision, peut-être la radio, etc., les journaux en général? Est-ce que c'est ça l'avenir de tout ce qui est médias? On n'aura pas d'autres moyens pour transmettre
très vite l'information, à votre avis? Notre fête aujourd'hui, le 31 mai, fête des médias, fête des professionnels de médias, comme on le dit maintenant. C'est un cri de notre part à tout le monde, que nous sommes là, que nous sommes plus capables, que nous pouvons donner les matières dans des formes mieux, plus balancées et plus vite. Les réseaux de médias vont faire ça ou pas, vont nous dire au revoir, je ne crois pas. Parce que... Il faut dire qu'il y a beaucoup de presse écrite qui ont arrêté la publication et ils comptent maintenant sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça c'est vrai, mais je ne crois pas en ligne, je veux dire. Oui, mais presse écrite, être hors l'équation complètement, je ne crois pas. Pas tout le monde. New York Times maintenant qui ont fait non, je dis ça commence. Oui, ça commence depuis une dizaine d'années, oui, ouais. presque. Mais quand le New York Times a fait sur les faces des enfants palestiniens qui ont été tués, il y a des milliers, des milliers. À Washington aujourd'hui, manifestant contre ces petits. Pourquoi les Israéliens tuent ces gens-là? Oui. Alors, quand même, c'est sur les réseaux. C'est ça les médias. Mais, oui, mais c'est sur les réseaux. Mais c'était sur le New York Times, presse écrite. C'est pour cela qu'il s'est passé. C'est partout. Dans ma vie, dans mon avis, c'était... Ça serait toujours nous sommes toujours ensemble. Quelqu'un va dire à l'autre au revoir. Je ne crois pas à 100%. Peut-être la face va changer. Mais c'est une question de mode. Oui, exactement. Peut-être. Oui, à l'époque, ça change. La radio était partout. Et jusqu'à maintenant, c'est dans nos maisons, mais on ne l'entend pas vraiment. Surtout dans les voitures. Dans les voitures, tout le monde l'entend. Voilà. Alors, ça existe. C'est les médias, de toute façon, c'est l'avenue qui a été changée. Les médias sont très importants pour toute l'humanité, pour tous les gens. Ça ne va pas s'arrêter. Documentation, oui. Ça ne va pas s'arrêter, bien sûr. Et ce sera toujours un mode d'information pour tout le monde. Et jusqu'à maintenant, si tu veux, mon grand-père, son nom était dans le haram de 1953. Mais moi, j'ai écrit, par exemple, de dizaines d'articles et des sujets sur des sites. Et je ne me rappelle plus. Voilà. Alors bon, ça dépend comment nous voulons garder nos mémoires. Et voilà. C'est ça la presse écrite, c'est ça nos réseaux ensemble. Je souhaite une très bonne journée des professionnels de médias et je vous souhaite une très bonne soirée, chers téléspectateurs. Et on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.